Bonjour Cédric, Bonjour Céline. merci de nous accueillir au sein de Explicit. Est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter Explicit? Moi, je suis donc ingénieur en aéronautique. J'ai commencé ma carrière dans l'automobile pendant 3 ans. Et puis après, je suis passé dans le monde de l'aéronautique chez Safran. J'étais responsable de ligne de fabrication. Et puis après, je suis passé responsable d'unité puis de site de production. Et dans mon parcours, j'ai démarré un site de production à Casablanca en partant de zéro, entre guillemets. C'était un peu plus simple que sur l'expérience d'Explicit, où effectivement, le site a été démarré from scratch. Explicit, c'est une entreprise qui conçoit et qui produit et livre des sièges pour l'aéronautique commerciale. La principale différenciation, c'est de faire des sièges. La structure est en composite et titane, ce qui fait que nos sièges sont globalement 30% plus légers que la concurrence. Donc, ramené sur un Airbus A320, ça fait environ 1 tonne d'économisé par avion. Quand tu as intégré Explicit, vous avez décidé de déployer la méthode au sein du département conception. On a lancé le principe de la chaîne critique sur un projet, sur notamment un projet qui était clé pour Explicit avec un client extrêmement important. Et donc pour s'assurer de tenir le planning à la fin et d'être dans les temps par rapport à notre contrat et par rapport à l'attente du client, on a décidé de lancer le principe de la chaîne critique avec Marie Soud. On a fait des sessions de formation, on a fait des sessions de groupe de travail où on a commencé à construire et consolider des plannings. Est-ce que déjà tu peux revenir sur cette période-là? Alors, une fois qu'on a défini le projet qui était le projet clé pour l'entreprise, on a identifié déjà des candidats pour participer à ce projet, assez naturellement par rapport à l'organisation d'Explicit. Et puis, on a ensuite participé à des sessions de formation avec Marie Consulting, avec vous, qui ont été sincèrement vraiment appréciés par les équipes. Et puis, une fois que cette phase a été passée, on est passé à la phase de construction du planning. Oui, voilà. Et là, on a identifié toutes les actions qui étaient à réaliser pour mener le projet. On a identifié tous les liens entre les actions, entre actions menantes et puis actions menées. Et puis, bien évidemment, le but de l'exercice, pour chacune des actions, on a identifié quel était le délai au plus court pour les actions et puis le délai sécurisé pour ensuite construire la notion de buffer via la chaîne critique. Dans la partie exécution, comme on applique la chaîne critique, on applique la Fever Chart. Il y a eu des rituels qui ont été mis en place. Tout à fait. Une fois que l'équipe a été formée, une fois qu'on a construit le planning, une fois qu'on l'a intégré dans l'outil ProChain, on a ensuite mis en place des rituels quotidiens au niveau de l'équipe opérationnelle qui pilotait le projet avec l'outil et en chaîne critique. Et puis ensuite, on l'a mis en place à l'époque et on l'a toujours, une fois par semaine, un copil le lundi qui permet de revoir. À l'époque, c'était le projet en question et puis depuis, les projets, et tant mieux, se sont multipliés. Voilà. Et l'avancement des projets est dans la logique de chaîne critique. Comment se déroulaient ces réunions-là? En fait, j'imagine il y a des décisions, il y a beaucoup de tâches, où il y a beaucoup de projets à faire. Parfois, il faut porter une priorité. Ouais, tout à fait. C'est un des intérêts, clairement pour moi, de la chaîne critique, c'est que quand on est face à une montagne d'actions à réaliser, et que des fois on s'y perd un peu pour savoir finalement par quel bout il faut s'y prendre pour être le plus efficace, l'intérêt c'est que dans ce type de réunion très opérationnelle, on peut se raccrocher à la chaîne critique et se dire ok, on en a de partout, mais finalement ce qui est le plus important dans tout ça pour qu'à la fin on soit dans les temps, c'est l'action critique du moment, celle qui est sur la chaîne actuellement, et se concentrer là-dessus et voire même délaisser d'autres actions pour s'assurer que celle-ci avance dans les temps avant de prendre la suite. Comment se matérialise cette notion où on dit j'arrête tout ça, je me focalise sur ça? Chez Explicit, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a traduit, et notre manière à nous qui ne semble plus la plus efficace pour nous. On a une logique de focus room, c'est-à-dire qu'en fait, quand on se rend compte que sur un projet, le chemin critique est en train de dériver ou que la multiplicité de projets fait que ça n'avance plus parce qu'il y en a trop dans le tuyau, on déclenche ce principe de focus room où finalement on identifie une équipe qui est dédiée à traiter un ou quelques livrables bien précis, bien déterminés. On peut aller jusqu'à installer des personnes dans une salle dédiée qu'on appelle une focus room et on a la direction à un point quotidien avec l'équipe qui est en focus room pour s'assurer de l'avancement et s'assurer qu'on tienne bien les délais et je dirais dégouloter le projet ou les projets pour que l'ensemble reste correctement. Un exemple d'un projet sans forcément le citer sur comment ça s'est déroulé et quels sont les... Ouais, tout à fait. C'est le projet qu'on avait initié d'ailleurs à l'époque, donc clé pour Explicit. Donc on l'a déroulé en totalité suivant la chaîne critique, théorie des contraintes. On avait un objectif de le développer en
globalement 18 mois et c'est ce qu'on a réussi à faire à la fin. En plus, en combinant ce projet qui était plutôt porté par les équipes parisiennes, en parallèle du démarrage du site d'Angers qui était également piloté en chaîne critique. Et je dirais que l'importance, et c'était toute la complexité de l'exercice, c'est qu'on avait un projet d'un côté et un autre projet de démarrage de site d'Angers en parallèle et les deux devaient arriver au bon moment à la fin pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Très bien. Bravo, en tous les cas, bravo. Merci beaucoup. Et merci à l'équipe dans Responsive. Si tu pouvais relever 2-3 difficultés que vous avez rencontrées, parce que j'imagine que ça n'a pas été de tout repos. Moi, ce que je retiens, et peut-être un conseil, côté client, quand il y a un accompagnement par Master Consulting, il y a souvent une volonté de mettre un maximum de choses dans le planning parce que c'est rassurant. Et on se dit on va tout mettre dedans et en fait on arrive à créer des monstres qui deviennent trop compliqués à gérer et trop compliqués pour les équipes. Finalement on s'y perd entre tous les liens entre les actions. Un des conseils ce serait de mettre le juste nécessaire pour que ça reste un outil qui soit vivant, utilisable au quotidien, pratique et simple pour être efficace. Et puis après il faut pas lâcher quoi. Une fois qu'on est dedans et que on a établi le chemin et qu'on a nos buffers, etc. Et bah après, il faut délivrer, il faut suivre, il faut être réactif quand on sent que ça dérive. Donc après, il n'y a pas que l'outil qui fait qu'à la fin ça fonctionne, il y a tous les hommes qu'il y a autour et il faut que tout le monde soit convaincu et tout le monde soit drivé par le principe. Si tu devais convaincre quelqu'un qui se posait des questions, est-ce que l'IVA ou pas, la chaîne critique, quel argument tu peux lui apporter? Je ne connais pas de meilleure méthode pour gérer le temps à l'intérieur d'un projet avec une date qui est déterminée et qui ne peut pas bouger. Et en fait, comme dans tout projet, à l'intérieur de ce temps, cette date butoir finale, en fait, on a besoin de pouvoir jouer dans tout ce qui constitue le projet pour qu'à la fin, on arrive correctement dans les temps. Un des gros avantages, c'est que quand on influe sur certaines actions ou livrables à réaliser, on sait quelles sont les conséquences sur les autres livrables ou autres actions à réaliser et ce qui devient prioritaire de non prioritaire. Et puis, l'autre gros avantage, c'est encore une fois qu'on rend le projet et le planning lisible et compréhensible. Là, je pense à la Fieldwork Chart, bien évidemment, où en fait, ça devient une évidence de se dire toutes les semaines quel est l'avancement et est-ce qu'on est en train de dériver ou pas, est-ce qu'il faut qu'on réagisse. Par rapport à la mise en œuvre de la théorie des contraintes et la chaîne critique au sein de Explicit, est-ce que tu peux nous citer certains aspects qui sont restés vraiment ancrés dans l'ADN de l'organisation? Absolument. Donc je dirais que, et moi c'est un vrai plaisir, je dirais dans la culture, dans l'ADN de l'entreprise, ce qui me vient clairement, spontanément à l'esprit, c'est la logique de focus room. Quand on se rend compte que un projet dérive, ou que, encore une fois, la multiplicité de projets fait que ça n'avance plus et ça goulotte, on déclenche cette logique de focus room. Et puis, l'autre élément clé, je ne parle même pas évidemment de la partie planning, mais en tout cas, dans la culture, la logique, l'autre élément clé, c'est le fait de se dire, quand on commence à cumuler un nombre de projets en parallèle, on a cette logique, cette mécanique de se dire, en fait, il faut qu'on attende que ce premier projet ou ces projets soient finalisés avant d'en attaquer un nouveau, parce qu'on aura beau les commencer, de toute façon, ça sortira pas plus vite, et au contraire, ça va plutôt désorganiser l'ensemble. Tu en parles comme ça, mais comme si c'était simple. Mais honnêtement, par expérience, pour l'avoir vécu, pour l'accepter de dire j'arrête ça et je fais ça, c'est pas. Et du coup, comment ça a été pris au début? Il y a eu levé de bouclier ou... En fait, quand on déclenche une focus room, généralement, on met en pause des projets pour dire il y a des équipes, parce que tout le monde peut pas travailler sur tout, donc les équipes qui passent en focus room pouvaient travailler sur nos projets, elles s'arrêtent. Elles passent sur la focus room et ensuite elles reviennent sur le projet d'origine pour continuer. Qu'est-ce qui fait que vous déclenchez ou pas une focus room? Le point de déclenchement, c'est nos rituels de pilotage qu'on a de façon hebdomadaire, qui permettent de suivre l'avancement des projets. Et donc en fait, dans le cas de cette réunion, quand on constate une dérive, c'est à ce moment-là qu'on prend la décision de déclencher ou pas la session de focus room. Et auquel cas, quand on la déclenche, comme tu le disais, on accepte de dire que il y a X projets en parallèle qui n'avanceront pas pendant cette heure-là. Merci beaucoup pour les explications. Et merci, c'est une chose. Merci, Stéphane.